2017 aura été une très grosse année en termes de jeux vidéo. Les rôlistes ont eu leur énorme hit qui les occupera pour des centaines d'heures, un early access a battu tous les records en plagiant un film super cool, les habituels blockbusters se font un peu pourrir, et putain, le jeu vidéo japonais est enfin de retour. Un truc que j'ai trouvé encore plus flagrant que les années précédentes, c'est l'exigence des joueurs. Je trouve les joueurs moyens assez élitistes et plutôt durs avec la presse et les développeurs. Et si ça amène des dérives comme le fait que l'image des forums de JVC est tout simplement atroce, ce profil de joueur a au moins le mérite de tirer l'industrie vers le haut. Comme je l'ai dit, le joueur moyen est difficile et ne se satisfait pas du minimum syndical. Tous les joueurs convergent dans les extrêmes, donc autant pour pourrir les pratiques douteuses que pour célébrer les jeux les plus marquants. Il suffit de voir l'emballement autour des 2 hits de Nintendo, ou à quel point on peut voir des « joues à Nier Automata » sous n'importe quel tweet un temps soit peu lié aux jeux vidéo. Et ce schéma se répète en ce début d'année avec 2 représentants du jeu vidéo japonais qui décidément opèrent un comeback intersidéral. Arc System Works nous a sorti son Dragon Ball FighterZ, tandis que Capcom dégaine un Monster Hunter plus alléchant que jamais. J'aime beaucoup le premier et n'ai pas eu l'occasion de m'essayer au deuxième vu que j'ai pas de PS4, mais je prends pas trop de risques en disant que les 2 jeux sont des succès plutôt retentissants, tant au niveau des retours critiques qu'en termes de vente. Bien que je sois un enfant des années 90, donc par conséquent un adepte de Kamehameha et autres Masenko, et que taper des dinosaures et des dragons me semble extrêmement réjouissant, mon regard a fini par se détourner de ces 2 mastodontes et du gros marketing pour se poser sur un jeu indépendant tout à fait charmant, profitant largement du succès d'une console en vogue. Le très mignon, mais très très hardcore, Céleste. Putain, je viens de faire une intro à la pseudo-laisse là. Céleste, contrairement à ce que je pensais, n'est pas le prénom de la jeune fille qu'on incarne, mais bien de la montagne que celle-ci se contraint de gravir, le Mont Céleste. Madeline veut à tout prix arriver au sommet, mais ne nous dit à aucun moment pour quelle raison. Pour y parvenir, le jeu met à notre disposition un saut, la capacité de grimper sur une distance définie, au bout de laquelle Madeline se laissera glisser, et un dash. C'est tout. Le reste n'est que level design. Et mon dieu, quel level design! On nous introduit à des nouvelles mécaniques toutes les 5 minutes, c'est ultra riche. En très peu de temps, le jeu s'est taillé une réputation de titre ultra difficile, et selon moi, c'est vrai et faux. Si votre objectif est simplement d'atteindre le sommet, en vous appliquant et en observant bien, vous ne devriez mourir que plusieurs centaines de fois. Le chiffre fait peur, mais il faut bien se rendre compte que bien 1/5 de ces morts consiste à vous faire comprendre la marche à suivre, à vous apprendre les différentes interactions dans les niveaux. Vous pouvez multiplier tout ça par 2 si vous vous mettez en tête d'attraper toutes les fraises totalement optionnelles et qui ne servent même à rien, comme le dit directement le jeu. Même si c'est pas tout à fait vrai, vu qu'en gros, elles servent à lancer un défi au joueur, qui a le choix de le relever ou pas. Elle lui permet de modeler son expérience de jeu en fait. Et si vous vous mettez en tête de récupérer les cassettes qui débloquent des versions beaucoup plus ardues des niveaux, vous pouvez bien multiplier le chiffre par 10. Cette boucle de gameplay qui met la mort en plein centre peut paraître frustrante, mais la réactivité exemplaire des contrôles et la richesse du level design, qui amène constamment des nouveaux éléments à prendre en compte, nous empêche vraiment de pester contre le jeu parce que ça ne paraît jamais injuste. Et cette radicalité, ce choix de design n'aurait jamais été possible dans un jeu à gros budget. Si on prend l'exemple du dernier gros jeu de plateforme à gros budget, en l'occurrence Mario Odyssey, plein de contraintes viennent s'interposer entre le joueur et le level design. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le jeu est phénoménal, un de mes préférés, si pas mon préféré de l'année. À qui s'adresse Mario Odyssey? À tous les possesseurs de Switch, tout simplement. Et dans cette optique, toute la célébration du plombier et de son héritage lors des phases en 2D fait tout à fait sens, et la portabilité de la console rend la profusion de l'une presque indispensable, afin de contenter tous les joueurs, y compris ceux qui font des courtes sessions dans des transports par exemple. Certains lui reprochent d'ailleurs de diminuer la valeur et la satisfaction qu'apportent les lunes en les rendant trop fréquentes. Là où Odyssey fait très fort, c'est dans le fait qu'il inclut tous les profils. Il contente les joueurs peu aguerris qui trouveront une lune dans une caisse, jusqu'aux speedrunners qui utilisent toutes les techniques avancées pour trouver des raccourcis. Et ça n'aurait pas été possible si le jeu n'avait pas présenté des mondes très ouverts permettant plusieurs approches à un même problème. Mais là, ce côté inclusif finit tout de même par se heurter à un problème. En ouvrant ses décors, Odyssey perd en génie dans son level design. Là où je veux en venir, c'est à ça. On a une petite équipe, on va faire des boss fights, mais on va les faire super bien. On va les faire largement aussi bien que les meilleurs du monde. Et voilà, par contre, les meilleurs du monde, ils vont peut-être avoir des plus grosses équipes, des plus gros budgets et faire plein d'autres choses à côté. Nous, on va pas le faire. Comme ça, on est sûr d'arriver à faire ce sur quoi on est parti, sur quoi on s'est engagé. Ce que dit Emeric Toa, le lead designer de Fury, c'est que qui dit indépendant dit moins de budget, et donc moins de temps, et donc moins de gens à travailler sur le projet. Du coup, on peut couvrir moins d'aspects et moins de mécaniques, mais en s'appuyant sur un concept fort et clairement défini, on peut peaufiner cet élément, et si la passion et la volonté y est, en faire quelque chose proche de la perfection. Le but de Céleste était de faire un platformer hardcore, le plus hardcore possible. Et donc ici, les contrôles sont petits oignons. Et ceux qui me connaissent le savent, j'aime quand les choses ont du sens. Et ici, tous les aspects de la plateforme hardcore ont un sens par rapport à l'histoire et à la progression de Madeline. Si vous aviez l'intention de faire le jeu tôt ou tard,
Je vous conseille de vous casser maintenant parce que je vais absolument tout spoiler. Lors de son ascension du Mont Céleste, Madeline croise plusieurs protagonistes. Une petite vieille qui lui dit qu'elle n'arrivera jamais au sommet, un instapixeur en herbe adepte du selfie auprès duquel elle osera se dévoiler, un maître d'hôtel fantôme obsédé par l'ancienne réputation de son établissement, mais aussi et surtout son propre double maléfique, qui tord l'espace-temps, qui la rabaisse et qui ne veut en aucun cas croire en elle, et qui la poursuivra pour l'empêcher d'arriver à son but. Si le coup du double maléfique peut paraître hyper bateau, le traitement est tel que ce cliché a tout de même touché ma corde sensible. Si d'ordinaire il ne sert qu'à prouver une évolution du héros, une amélioration, un nouveau moi plus fort que l'ancien, ici il est tout autre. Parce que comme on l'apprendra plus tard, Madeline est dépressive. Et son double représente plutôt ses doutes, et les barrières qu'elle se met à elle-même, son manque de confiance en elle, sa rationalité qui la freine. Si j'ai autant été touché par ce jeu, c'est parce qu'il est cohérent de bout en bout. Madeline ne dit pas pourquoi elle veut escalader le Mont Céleste, pour que tout le monde puisse s'y projeter. La montagne est n'importe quel projet de vie de n'importe qui. Et chaque niveau, chaque écran, chaque saut et chaque mort est une étape pour mener à bien ce projet. Ce n'est pas pour rien que cet écriteau avant le deuxième niveau nous rappelle que mourir, par conséquent échouer, fait partie intégrante de la progression. C'est même pas que c'est pas grave, c'est que c'est normal, c'est essentiel. En gros, tout le propos du jeu, c'est que le vrai échec, ça n'existe pas. Le vrai échec, c'est l'abandon total, c'est arrêter de vivre. Et c'est pour ça que la difficulté du jeu est assez relevée. La courbe de progression est raide, mais constante. Il est pas rare d'arriver sur un tableau, mourir et se dire « Non mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver !» Et en insistant, tu vas un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis tu finis par atteindre l'autre côté. C'est un jeu qui parle de persévérance et d'acceptation. L'élément le plus marquant pour moi étant qu'après s'être fait poursuivre pendant un bon moment par son côté sombre, Madeline réalise qu'elle ne doit pas le réprimer, mais l'accepter pleinement et faire avec. En l'acceptant et en fusionnant véritablement avec, Céleste gagne un second dash, qui lui permet donc de couvrir 2 fois plus de distance et ainsi accéder au sommet, à atteindre son objectif et à vaincre sa dépression. Je vais peut-être avoir l'air niais, mais ça m'a vraiment touché parce que c'est un propos assez rare et qui colle parfaitement à l'expérience, au fait de recommencer des milliers de fois, oui, des milliers pour les niveaux bonus. Tout est à sa place et même les petites fraises disséminées à des endroits volontairement délicats trouvent finalement leur utilité. Elles ne servent pas à débloquer les niveaux ou à scorer, elles sont uniquement là pour que Madeline fasse une tarte à tout le monde à la fin de l'aventure. C'est très mignon et ça fait sens parce que il y en a des vraiment pas évidentes à avoir. T'es prêt à galérer pour une tarte pour tes copains ou pas? Et puis le tout baigne dans une ambiance qu'on peut plus facilement assimiler à la féminité, sans sombrer dans des recoins infects des jeux pour filles dégueulasses. Du coup, c'est super rafraîchissant, surtout que l'excellente BO de Lena Raine participe à mort à l'ambiance et parvient à pas devenir irritante alors que les morceaux tournent en boucle quand on n'arrête pas de mourir. En plus d'être le platformer 2D le plus kiffant que j'ai eu entre les mains depuis Meat Boy, Céleste est pour moi une pure démonstration de ce que peut être une expérience totale de jeu vidéo. N'importe qui peut le finir, et il demande juste au joueur de l'abnégation et de la patience pour y arriver. Et je m'y retrouve beaucoup parce que c'est un point de vue sur la vie que je partage et que j'essaie d'appliquer autant que je peux à mon échelle. Je trouve que c'est un message qui peut faire de mal à personne. Et pour moi, il n'a jamais été aussi bien transcrit. Oui, plusieurs jeux récents ont mis la sensation d'accomplissement et la persévérance au cœur de leur game design, mais aucun n'en a fait son propos, en tout cas à ma connaissance. Et l'incorporer dans une lutte contre la dépression, qui est une maladie apparemment beaucoup plus courante qu'on le croit, je trouve ça hyper touchant et hyper bienveillant. Par contre, quand je vous dis que ça peut être compliqué, je déconne vraiment pas.